Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on mélange le concept de lecture rapide avec un sujet, une problématique ou un personnage. Ça s'appelle Découvrir avec la lecture rapide. Je vous conseille dès maintenant de vous tourner vers les vidéos d'apprentissage de la lecture rapide qui apparaissent dès maintenant à l'écran. Pour reprendre le concept de ce type de vidéo, l'idée c'est de vous présenter un sujet à travers les livres que j'ai pu lire dessus en lecture rapide. Et l'idée c'est que ces livres fassent office de structure de la vidéo et de son déroulement général. Bon, on attaque tout de suite avec un des concepts les plus fondamentaux de la géopolitique depuis quelques années, les routes de la soie. Bon, pour les routes de la soie, j'ai voulu faire quelque chose d'assez synthétique cette fois-ci. J'ai seulement lu deux ouvrages qui sont spécifiquement dédiés aux routes de la soie. Ces deux ouvrages viennent d'un même auteur qui s'appelle Peter Frankopan. C'est un historien britannique de renom. Bon oui, je suis désolé Frankopan, je vais vous le faire en français toute la vidéo, sinon ça va être chiant avec mon accent anglais. Il est professeur à Oxford, à Yale, à Harvard, à Princeton. Bon du coup, vous avez compris que c'est pas vraiment le même style que Stéphane Bern. Et il a publié coup sur coup deux ouvrages. Le premier qui s'appelle Les routes de la soie, l'histoire au cœur du monde. Et le deuxième qui s'appelle Les nouvelles routes de la soie, l'émergence d'un nouveau monde. Les deux ouvrages comptent à eux seuls environ 760 pages pour le premier et environ 300 pour le deuxième. Ils ont été publiés respectivement en 2015 et en 2018. Ce sont des ouvrages donc hyper récents. Je les ai dévorés assez rapidement, environ 3 jours. Donc grosso modo 3 heures de lecture en tout. Comme je pense que vous l'avez compris avec leur titre, les deux ouvrages font un petit peu office de suite l'un de l'autre. Et le deuxième comporte des sujets d'actualité qui sont encore aujourd'hui hyper pertinents. Ils sont d'une grande facilité de lecture et ils sont très bien construits. Bon allez, sans plus attendre, on attaque directement. Bon, tout d'abord, commençons par le concept. Très rapidement, dès l'introduction même, Peter Frankopan essaye de dessiner une espèce d'esquisse d'une définition qu'on pourrait avoir des routes de la soie. D'abord, il attribue ce concept à un certain von Richthofen, pour qui ces routes forment une région gigantesque à la croisée entre l'Orient et l'Occident et qui est encadrée à la fois par la chaîne de l'Himalaya en Asie et la mer Méditerranée et la mer Noire. Bon, vous inquiétez pas, je vous mets une carte dès maintenant pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du truc. Pour Peter Frankopan, cette région symbolise un petit peu le centre névralgique des relations entre les civilisations pendant toute notre histoire. C'est d'ailleurs ça qui est magnifique dans ces deux ouvrages, qui retracent historiquement l'évolution de cette grande région. Eh bien, c'est l'évolution de l'emprise des nations, des empires, des civilisations qui ont voulu contrôler et dominer cette partie du globe. Ce qui frappe quand on lit ces ouvrages, c'est la présence continue d'interactions, de conflits d'intérêts, de jeux de pouvoir, voire même des jeux d'influence réciproques qu'auront pendant des millénaires des centaines de millions d'individus dans cette zone qu'on symbolise par des routes, qui est un petit peu un symbole de relations, qu'elles soient commerciales ou culturelles. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi la soie? Eh bien parce que traditionnellement, sur les trajets de longue distance qu'on peut voir dans cette zone des routes de la soie, eh ben, les marchandises qui sont privilégiées sur ces longues routes, c'est les marchandises les plus luxueuses, parce qu'elles sont les plus chères et donc les plus rentables. Il faut comprendre que la soie, historiquement, c'est l'exemple, voire même le symbole le plus parfait de ce type de marchandise. En plus d'une valeur symbolique, voire même mystique pour certaines tribus, la soie servait aussi de monnaie pour certaines dynasties, notamment dans la dynastie des Huns pour payer les soldats. Quand on sait ça et qu'on met en perspective la notion de route et de soie, eh ben la soie va faire sentir toute la prégnance des questions commerciales, économiques et financières que va revêtir cette région du monde. Bon, comme le but de cette vidéo est de vous donner envie de lire ces ouvrages avec la lecture rapide, je vais évidemment éviter de vous spoiler tout leur contenu. Je vais essayer de survoler la logique, certains exemples et certaines conclusions de ces deux ouvrages, mais l'idée c'est de ne pas vous en dévoiler toute la richesse. Bon, grosso modo, c'est un espèce d'amuse-bouche quoi. Commençons maintenant par le premier livre. Il retrace historiquement, des origines de l'humanité jusqu'aux années 2000, l'évolution de tout ce territoire que constituent les routes de la soie. Autant vous dire qu'en 700 pages, on a vraiment l'impression de voyager. Des origines jusqu'au Xe siècle, Peter Frankopan va vraiment insister sur la dimension religieuse des événements qui se produiront dans cette région. En prenant pour exemple la civilisation romaine qui va s'étendre jusqu'en Orient, en Perse plus précisément qui est grosso modo l'actuel Iran, Frankopan nous montre que sous l'impulsion d'un empereur, l'empereur Constantin, un grand évangélisateur, donc quelqu'un qui veut promouvoir l'évangile et donc le christianisme, eh bien cet empereur va faire des conquêtes gigantesques dans cette région, en donnant notamment son nom à la ville de Constantinople, que vous connaissez actuellement sous le nom d'Istanbul. Bon, on va s'arrêter 2 secondes pour que vous vous rendiez compte de la taille de l'empire que les Romains avaient réussi à construire jusqu'ici. Je vous le mets sur une carte pour que vous réalisiez. Sauf que l'arrivée du christianisme dans cette région, eh bien elle va vraiment bousculer les religions qui existent déjà dans cette région et qui voient tout simplement arriver un conquérant qui souhaite convertir l'ensemble de la population. Ces autres religions, qui sont d'ailleurs assez peu connues comme par exemple le zoroastrisme ou encore le manichéisme, eh ben elles essayeront de lutter mais en vain. Cependant, une religion naîtra à ce moment-là, au 7e siècle. Elle se construira sur la notion d'unité,
ainsi que d'un sentiment défensif et prosélyte fort, c'est l'islam. L'islam est né et s'est basé sur la notion de Oumma, qui signifie d'ailleurs la communauté des musulmans, mais indépendamment de leur nationalité, ce qui indirectement amplifie le sentiment d'une communauté soudée face à l'envahisseur, ainsi que sur d'autres préceptes, comme le fait que la division est souvent associée au diable, à Satan, dans les écrits religieux de l'islam, et que, dans ces mêmes textes, l'unité est vraiment fondatrice de cette religion. C'est autant d'indices qui nous montrent comment cette période, dans les routes de la soie, a fait surgir des civilisations et des religions qui, encore aujourd'hui, existent. Comme vous le savez tous, ces conflits religieux qui ont existé à cette période continuent à exister encore aujourd'hui. Dans l'ouvrage de Frankopan, jusqu'au XVIe siècle, on voit se perdurer ces longs conflits religieux, que ce soit pour des ambitions commerciales, notamment avec l'exemple de l'esclavage, mais aussi pour des ambitions qui sont religieuses, comme on l'a vu par exemple avec les croisades au XIe siècle, en 1099 avec la prise de Jérusalem et le début d'une instauration d'une papauté, et aussi tout simplement par des peuples qui quant à eux viennent d'Asie et qui, pour des ambitions militaires ou simplement d'expansion de leur territoire, viennent se battre sur les routes de la soie. Un que vous connaissez certainement, c'est Gengis Khan qui était à la tête de l'empire mongol et qui a complètement bouleversé l'Occident parce qu'il a inventé la guerre biologique mais au XIIe siècle. Pourquoi ? Parce que notre Gengis, quand il était un peu énervé pendant les combats, il prenait les cadavres de pestiférés, donc de cadavres qui avaient la peste, il les mettait dans les catapultes et il les balançait pendant les conflits qu'il avait avec les Occidentaux. Et vous imaginez bien que les défenses immunitaires des Occidentaux, elles étaient simplement pas prêtes pour recevoir une bonne peste mongole. Bien qu'elle n'en soit pas la conséquence directe, c'est la grande peste noire qui, entre 1347 et 1352, va tout bonnement décimer entre 30 et 50% des Européens en seulement 5 ans. Bref, vous avez compris que c'était une époque vraiment désastreuse pour l'humanité, mais riche d'activités pour les routes de la soie. Quand on passe à l'époque moderne, grosso modo aux alentours de 1500, Peter Frankopan va noter une prise d'importance forte des questions commerciales et économiques dans les routes de la soie. On citera, comme on le fait souvent, Montesquieu, qui disait que le commerce adoucit les mœurs, et que donc les échanges commerciaux entre nations ou entre peuples seront vecteurs d'une certaine paix, ou en tout cas d'un apaisement. Ça, comme d'habitude, c'est la partie théorique, la partie très philosophique et toujours toute belle et toute candide. Mais les routes de la soie, comme je pense que vous commencez à le comprendre, c'est aussi le berceau de la brutalité inhérente à la rencontre de l'autre. Cette période, c'est aussi l'époque des grandes découvertes. Au lieu de vous citer Christophe Colomb, que vous connaissez sûrement, je veux mentionner des explorateurs du XIVe siècle environ comme Ibn Battuta ou encore Zheng He. Pour Colomb et Vasco de Gama, l'idée derrière leurs expéditions est assez claire. C'est tout bonnement l'enrichissement de leur nation. Sur le Nouveau Monde, les Européens commettront des atrocités sur plus de 20 millions de personnes qu'ils jugeront être des primitifs en leur volant leurs richesses. L'or notamment, qui paradoxalement semble ici avoir remplacé la soie, en plus de leur voler toute perspective de développement. En 1602, on verra naître la VOC, premier exemple d'une entreprise multinationale, une FMN avant l'heure, qui dominera les marchés mondiaux de matières premières avec notamment une position très forte sur le sucre et aura même une puissance comparable à certaines nations, que ce soit sur le plan économique mais aussi sur le plan militaire, puisque cette entreprise va développer une milice pour se défendre et défendre ses propres intérêts. C'est clairement l'époque du commerce, mais un commerce sanglant, comme souvent. On arrive maintenant au XXe siècle, qui est globalement la dernière partie de cet ouvrage. On a fait la soie, l'or, on va passer maintenant à l'or noir, le pétrole. La Première Guerre mondiale fera sentir toute l'importance qu'aura cette richesse. Et c'est surtout les puissances occidentales qui, du fait de leurs conflits, vont sentir leur indépendance vis-à-vis de cette ressource. Que ce soit avec la création de la Standard Oil ou encore les accords Sykes-Picot en 1916 qui font à la fois office de démantèlement de l'Empire ottoman mais qui indirectement permet à la Grande-Bretagne et à la France de maintenir une influence forte dans cette région. Je crois que vous avez capté, c'est pas vraiment pour le désert ou les chameaux qu'on est là, on est là pour le pétrole. Et ça tombe bien parce que cette région regorge de cette ressource. Comme vous l'imaginez, ce seront ces prises de position occidentales qui créeront un nombre de tensions incalculables dans la région tout au long du XXe siècle. Que ce soit avec le panarabisme, avec une figure incroyable comme celle de Nasser en Égypte, la critique de l'impérialisme occidental dans cette région, des soulèvements, des alliances comme par exemple avec l'OPEP qui va pouvoir centraliser en une institution la production pétrolière des États membres. Et les routes de la soie, c'est pas seulement cette région moyen-orientale, c'est aussi, pour rajouter un petit peu d'actualité dans cette vidéo, la région du Donbass, pour laquelle se battent aujourd'hui les Ukrainiens et les Russes, qui est une région historiquement riche en charbon. Et aussi la mer Caspienne, qui à elle seule représente près de 2 fois des réserves totales des États-Unis en termes de pétrole. Je vous fais pas un dessin, je crois que vous avez compris que les routes de la soie, c'est la zone la plus stratégique à contrôler.
Heureusement ou malheureusement, elle est par nature incontrôlable et Frankopan nous montre grâce à sa plume que l'histoire le met en évidence à chaque époque. Passons maintenant au deuxième ouvrage, Les nouvelles routes de la soie, l'émergence d'un nouveau monde. Peter Frankopan nous fait comprendre une chose très rapidement. L'émergence d'un nouveau monde n'est pas l'émergence d'un monde occidental. Les cartes du jeu ont été rebattues et la dynamique s'est inversée. L'Occident du XXIe siècle, celui qui historiquement a lutté, conquis, même s'il a parfois perdu, au sein du territoire des routes de la soie, eh bien aujourd'hui cet Occident il semble un peu affaibli, à l'image de l'Europe qui semble un peu absente dans les routes de la soie. La nature, tout comme la géopolitique, a horreur du vide. L'Asie et l'Orient se réveillent, non pas parce qu'ils somnolaient depuis des millénaires, mais parce que l'Occident les avait comme assommés. Frankopan est clair, la Chine notamment reprend ses droits à vitesse grand V. Le projet du gouvernement chinois One Belt One Road, qui signifie en français une ceinture, une route, renvoie directement, même à travers les termes, à l'envie de contrôler les routes de la soie. Le projet est pharaonique, il concerne plus de 40% du PIB mondial et plus de 4,5 milliards d'habitants. L'objectif ? Construire, consolider et approfondir la sécurité, la communication, l'énergie et les transports de l'ensemble des pays partenaires à la Chine dans ce projet-là. Regardez simplement la carte, elle dévoile toute l'ampleur du projet. À l'échelle entrepreneuriale, les Chinois se réveillent tout aussi rapidement. On peut prendre l'exemple dans le foot, des clubs comme Arsenal, l'AC Milan ou encore Chelsea qui ont tous été investis par des puissants hommes d'affaires chinois. Si on parle en termes d'éducation, le campus de Mengutu en Chine a pour ambition de devenir le premier campus mondial sur l'intelligence artificielle. Le budget pour ce campus ? 2 milliards de dollars. Si on parle maintenant à l'échelle politique, les avancées des Chinois sont colossales aussi. Vous le savez aussi, la présence de la Chine en Afrique s'accélère. Peter Frankopan prend l'exemple d'un port à Sao Tomé et Principe pour un coût de 800 millions de dollars organisé par les Chinois. On peut aussi, à l'échelle interétatique, prendre l'exemple de la multiplication des communautés économico-politiques comme l'ASEAN, l'Union des Balkans, etc., etc. Dans De la Chine, Henry Kissinger, sur qui j'avais déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste là, eh bien il compare deux traits culturels à la fois de la Chine et des États-Unis qui conditionnent leur approche des relations internationales. Vous allez voir, la comparaison est frappante. Les États-Unis, à l'époque de Kissinger, dominaient les échecs. Les échecs, c'est un jeu de victoire totale où on essaye d'avoir des coups qui sont vraiment décisifs, où on peut voir le jeu de notre opposant et où l'objectif, grosso modo, c'est d'abattre ses pions. La Chine, comme vous le savez peut-être, est pas trop friande d'échecs. Le jeu que préfèrent les Chinois, ça s'appelle le Weiqi, que vous connaissez certainement sous le nom de jeu de Go. Ces différences avec les échecs sont frappantes. C'est un jeu qui est d'abord beaucoup plus long dans ses parties, avec une approche sur du plus long terme. Il est basé non pas sur l'élimination des pions ennemis, mais sur la prise de position stratégique. Pour citer Kissinger, c'est un jeu qui apprend l'encerclement stratégique. À mon sens, tout est là. Nous, occidentaux, nous regardons avancer la Chine avec un regard de joueur d'échecs. Nous restons complètement aveugles à ces avancées stratégiques qui, si nous ne nous réveillons pas, finiront tôt ou tard par nous encercler. Les routes de la soie seront plus que jamais la zone d'affrontement de cette bataille. Merci à vous, je vous souhaite d'excellentes lectures. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous et à très vite.